Bonjour, bienvenue. Bienvenue à cette rencontre avec l'écrivaine Leila Slimani, présentée dans le cadre du 16e Festival Québec en toutes lettres. Présentation offerte par le Consulat général de France à Québec, le Festival Étonnant Voyageur et Madrigal Canada. Ceci étant dit, je vous rappelle que mon nom est Anne-Josée Cameron. C'est moi qui aurai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec notre invité. Sans plus tarder, commençons donc en retraçant brièvement le parcours de l'écrivaine et journaliste franco-marocaine Leila Slimani. Née à Rabat, au Maroc, elle arrive en France à 17 ans pour étudier. Après des études en politique, elle se spécialise dans les médias. Elle exerce à partir de 2008 le métier de journaliste, notamment au magazine Jeune Afrique et au Monde, avant de se consacrer pleinement à la littérature. Son premier roman, Dans le jardin de l'ogre, publié en 2014, sera sélectionné parmi les finalistes du prix du prix de Flore, lapsus. Son deuxième roman, Chanson douce, publié en 2016, remporte le prestigieux prix Goncourt. Le roman sera publié dans plus de 45 pays et connaîtra un immense succès en librairie, plus d'1 million d'exemplaires vendus. En parallèle de sa carrière littéraire, elle n'hésite pas, à travers ses écrits, ses articles et ses essais, à aborder des sujets polémiques, le féminisme, la sexualité des femmes, le colonialisme. Après Chanson douce, après ce grand succès que lui apporte le prix Goncourt, elle entreprend la rédaction de sa trilogie romanesque Le pays des autres, portée par des thèmes comme l'exil, le colonialisme, le racisme, l'identité, la liberté, le pouvoir, la famille. En 2020, elle publie donc le premier tome, La guerre, la guerre, la guerre, premier volet de cette trilogie qui est Le pays des autres, qui sera suivi par la suite de Regardez-nous danser et de J'emporterai le feu. Je vous invite maintenant à accueillir chaleureusement Leila Slimani. Merci beaucoup, merci. Alors bonjour. Avant d'entrer plus avant dans votre œuvre, j'aimerais vous demander ce qu'évoque pour vous le thème de cette édition de Québec en toutes lettres, ce vers tiré de l'œuvre de la poétesse Denise Desautels, L'autre qui bat en nous. Bonsoir à tous. C'est un vers qui me semble faire écho à tout ce que j'ai toujours cherché à écrire, c'est-à-dire à ma passion sauvage pour l'altérité. Je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par les autres. Quand j'étais enfant, je regardais les gens et je me posais toujours la question de mais qu'est-ce qu'il pense à l'intérieur? Est-ce qu'il a une voix dans sa tête comme moi j'ai une voix dans ma tête? Je me rendais compte que les gens avaient des secrets, que les gens avaient chacun un point de vue sur le monde absolument singulier. Et ça continue à me hanter. Il suffit que je sois dans un train, dans une voiture, je regarde dans la rue et je pense à toutes ces vies qui se croisent les unes les autres, à tous ces autres. Et puis par ailleurs, je crois vraiment que nous ne sommes pas que nous. À l'intérieur de nous, il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres. On parlait tout à l'heure, vous et moi, du fait que nos pères fumaient la pipe. Eh bien, vous voyez, je me souviens du bruit que faisait la pipe de mon père quand il fumait. Je me souviens de ses gestes. Eh bien, ça fait partie de moi. Les autres qui nous ont aimés, les autres qu'on a parfois juste croisés, les autres qu'on a vus dans des films, qu'on a lus dans des livres, ils font partie de nous. Et ça, on le sait quand on écrit, parce que parfois, quand on est amené à créer un personnage, on se rend compte qu'on a en soi la matière pour construire un autre. Donc, il ne faut jamais oublier que voilà, nous ne sommes pas que nous-mêmes, nous sommes aussi les autres. Et parlant des autres, ces personnages que vous construisez, ça m'amène à penser à Adèle, ce premier personnage qu'on va découvrir dans Le jardin de l'ogre, qui est paru chez Gallimard. Qu'est-ce qui était à l'origine de ce roman, de ce tout premier roman? Ce roman, l'origine, c'est le personnage. Ça a été vraiment une apparition. Adèle est apparue dans ma vie. J'habitais à cette époque à Paris, dans le nord de Paris, vers le boulevard de Clichy, pas très loin de Pigalle. C'était dans les années 2000 et à l'époque, c'était pas encore gentrifié comme aujourd'hui. C'était un quartier où il y avait beaucoup de prostitution, où il y avait beaucoup de bars avec des. Moi, je rentrais parfois le soir parce que parfois je travaillais la nuit comme journaliste et je rentrais le soir et je voyais ces femmes adossées au bar et j'étais spectatrice de cette sexualité qui m'intriguait, que je ne comprenais pas. Et d'un coup, ce personnage d'Adèle m'est apparu.
Et ensuite, un soir où j'étais en train d'allaiter mon fils, vers 2 heures du matin, je mettais souvent la télé parce que sinon je m'endormais. Et d'un coup m'est apparu le visage de Dominique Strauss-Kahn et ce titre, Dominique Strauss-Kahn arrêté à New York, etc. Et dans les jours qui ont suivi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de dossiers sur l'addiction sexuelle. Les gens commençaient à dire, en fait, cet homme, il souffre d'une pathologie qui s'appelle l'addiction sexuelle, il ne peut pas s'en empêcher, etc. Donc je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était que cette pathologie dont à l'époque on n'avait pas beaucoup entendu parler. Et j'étais allée interviewer un psychiatre qui m'avait dit, eh bien, l'addiction, si je devais la définir, je dirais que c'est quand on perd la liberté de dire non. Et je me suis dit, pour une femme, ça serait très intéressant d'étudier qu'est-ce que c'est de perdre la liberté de dire non. Et c'est comme ça qu'Adèle est apparue, comme cette femme qui errait dans ce quartier de Paris, dans ce contexte dans lequel j'avais appris là-dessus. Il y avait un caractère d'autant plus subversif qu'on imagine toujours les hommes étant victimes ou souffrant de dépendance sexuelle, alors que cette fois-ci, c'est une femme et que tout à coup, c'est une façon aussi de revendiquer sa sexualité. Moi, je ne crois pas que ce soit une façon Non? de revendiquer sa sexualité. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose aussi qui m'a beaucoup surpris. Comme c'est une femme qui a beaucoup de relations sexuelles, très souvent les gens me disaient « Ah, mais c'est une femme libre, c'est une revendication de la liberté ». Pas du tout. Pour moi, Adèle, c'est l'être le plus aliéné qui existe et elle ne revendique pas du tout sa sexualité. Au contraire, c'est une femme qui n'arrive pas à avoir une sexualité. C'est une femme qui n'arrive pas à ressentir quoi que ce soit. Son addiction, au fond, elle pourrait tout à fait avoir un autre objet. Adèle, elle pourrait être aussi une femme qui a une addiction au jeu, elle pourrait être alcoolique. Ce sont exactement les mêmes principes, c'est-à-dire ne pas pouvoir s'empêcher, avoir une pulsion, répondre à cette pulsion, parce qu'on y a répondu, ne plus avoir d'estime de soi, parce qu'on n'a plus d'estime de soi, recommencer. C'est ça, la vie d'un addict, c'est une vie qui est circulaire et on n'arrive jamais à sortir de ce cercle. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, puis le fait de quelqu'un qui est enfermé dans le mensonge, dans la double vie, et qui a à cœur de garder une forme d'apparence, de surface respectable. Et c'est ça sur lequel j'ai voulu surtout appuyer. Je pense que pour une femme, cette nécessité de garder cette respectabilité, de pouvoir continuer à être une mère, une épouse, de pouvoir continuer à appartenir à la société est une pression extrêmement difficile. Et on aborde d'ailleurs le thème de la maternité qui pointe le bout de son nez déjà dans le jardin de l'ogre. Cette maternité-là, elle ne sait pas trop quoi en faire. On a l'impression elle aime son fils, mais elle se sent un peu captive. C'est un thème qui vous habitait dès le départ. Mais là, j'entends que vous veniez d'accoucher au moment où vous avez écrit ce livre. Donc, j'imagine qu'il y a eu un impact dans cette façon d'écrire que vous avez eu ou dans l'importance de ce thème pour vous. Parce que le thème de la maternité gravite dans tous vos livres. Oui, absolument. Dans tous mes livres, c'est vraiment un questionnement qui est central dans tous mes livres. Évidemment, dans Chanson douce, c'est celui où c'est le plus évident, mais dans la trilogie aussi. Dans mon livre Sexe et mensonges, qui est un livre autour des droits sexuels des femmes au Maroc, c'est aussi une question fondamentale que je prends par l'inverse, c'est-à-dire autour de la question du droit à l'avortement, du droit à décider d'être mère ou de ne pas l'être, puisque l'avortement est interdit au Maroc. C'est une question qui, moi, m'a toujours hantée. Qui est absolument passionnante, qui est profondément politique, évidemment, qui est aussi tabou par certains aspects. Vous disiez que son enfant, elle l'aime. Évidemment, elle aime son enfant, mais on a tendance trop souvent à expliquer aux jeunes femmes, avant qu'elles aient des enfants, que bon, la maternité va être une évidence, parce qu'à partir du moment où on les aime, eh bien, on va y arriver. Alors, on vous donne cette impression que vous allez devenir mère, que vous allez être envahi par cet amour immense, et puis que les choses se feront naturellement, que vous ne serez plus jamais seule, et que vous serez porté par cet amour inconditionnel. On construit ces images de mères courage, de mères sacrificielles, de mères qui finalement finissent par oublier leur propre individualité, mais qui le font avec générosité, parce qu'au fond, c'est comme ça et qu'elles sont faites pour ça. Et c'est n'importe quoi. Et moi, j'ai eu l'impression, en devenant mère, d'avoir été vraiment victime d'un immense mensonge. Et j'ai trouvé que j'étais très, très démunie face aux sentiments qui me traversaient, qui étaient des sentiments de solitude, des sentiments de peur, des sentiments d'angoisse. Et puis moi, le premier sentiment que j'ai eu lorsque j'ai vu mon enfant,
Oui, bien sûr, l'amour. Mais avant l'amour, je dois dire que j'ai ressenti de la peur. J'ai ressenti vraiment une immense terreur. Et je me souviens que la première phrase que je me suis dite, c'est maintenant, tu ne peux plus mourir. Et c'est très bizarre, ça peut paraître stupide, mais j'ai eu le sentiment qu'à partir de là, je ne pouvais plus mourir, qu'il y avait quelque chose d'irréversible, que quelqu'un comptait sur moi pour toujours, et que il allait falloir que je sois là, et qu'il allait falloir que je tienne pour cet enfant. Et puis parfois j'ai eu envie de partir, parfois j'ai eu envie d'abandonner, parfois j'ai eu envie de ne plus être mère pendant quelques heures, pendant quelques jours. Et ce sont des sentiments qui sont difficiles à exprimer parce qu'il y a un jugement de la société qui est très très fort sur Oui, la vous. mère doit être parfaite, Oui, doit être presque. parfaite, ou en tout cas, même si elle n'est pas parfaite, doit donner l'impression que qu'elle fait de son mieux et que c'est pas de sa faute si elle est traversée par ça. On peut parler d'une forme d'épuisement, etc. Mais de ces sentiments ambigus, ça reste difficile de parler de ces sentiments-là. Donc c'est effectivement un des thèmes qui traverse, voilà, qui traverse mes livres et qui continue de me hanter. Un thème qui va être extrêmement important, vous le disiez, dans Chanson douce, qui va paraître 2 ans plus tard, où là, on va rencontrer, vous allez nous raconter la vie d'un jeune couple, parents de 2 jeunes enfants, qui vont engager une nounou, Louise. Est-ce que vous pouvez nous parler de Louise un peu, de ce personnage très particulier? Oui, alors Louise, elle arrive dans cette famille qui est une famille dans laquelle le père travaille et la mère est une avocate, mais qui a arrêté de travailler au moment où elle a eu son deuxième enfant. Donc elle a décidé de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Et c'est un livre, bien sûr, qui interroge aussi la question du travail des femmes. C'est vraiment au centre du livre. C'est-à-dire que pour qu'une femme travaille, il faut qu'une autre femme travaille, puis qu'une autre femme travaille. Il y a un peu un système de poupée russe pour que vous puissiez aller dehors et vivre votre vie. Il faut que quelqu'un d'autre s'occupe de vos enfants. Donc elle décide, ce personnage Myriam, pour pouvoir retourner au travail, d'engager une nounou. Et cette nounou, Louise, arrive comme une sorte au début de Mary Poppins, comme une nounou idéale, une femme prête justement, elle, à tous les sacrifices, qui n'a pas d'horaire, qui est dans un dévouement Corvéable à absolu. merci. Et oui, et puis qui en plus s'occupe de la maison d'une manière vraiment presque, elle a presque des pouvoirs magiques du point de vue en tout cas des parents, parce qu'elle maîtrise la cuisine, le ménage, les enfants, elle n'a jamais l'air fatiguée, tout est parfait, mais elle va s'immiscer dans l'intimité de ce couple jusqu'au moment où ça va devenir dangereux et où les frontières qui avaient été établies au départ vont commencer à devenir de plus en plus tangentes, et elle va avoir un rapport totalement fusionnel avec cette famille jusqu'à la tragédie qu'on connaît depuis le début. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, ces jeunes parents, c'est comme si en Louise, ils trouvaient une mère, une autorité supérieure qui leur permettait, eux encore, de vivre leur individualité, de ne pas faire tous les sacrifices qui vont parfois venir avec la parentalité. En fait, ils remettent leurs responsabilités d'une certaine façon Oui, il y a à cette quelque chose Louise. d'un peu infantile chez ce Oui, couple qui est un couple qu'on pourrait appeler un couple de bobos parisiens. Et puis, vous voyez, c'est ce genre de couple qui disent toujours quand ils ont des enfants, mais moi, de toute façon, ma vie va pas changer. J'aurai des enfants, mais je continuerai pareil, ce qui est une illusion énorme et évidente, mais qui refusent d'adapter leur vie en fonction de la présence de leurs enfants, qui veulent garder leur liberté, qui veulent continuer à faire la fête, qui veulent continuer à voyager. Mais pour ça, il faut que quelqu'un il y a un accepte prix à lui, payer. voilà, il y a un prix à payer. Donc c'est aussi un livre qui interroge le prix à payer pour la liberté. À quoi on est prêt pour être libre? À quoi on est prêt pour avoir du temps? Donc ils exploitent aussi cette femme à Oui, il qui y a un ils rapport de demandent. Il y a un pouvoir rapport de carrément. pouvoir, un rapport maître-esclave, comme enfin, voilà, de manière classique dans le théâtre ou dans la littérature. Et c'est bien sûr, ça interroge évidemment ce à quoi on est prêt pour obtenir plus de liberté et pour assouvir aussi ses désirs individualistes. Le rapport de pouvoir m'intéressait beaucoup, je trouvais, parce que on voit bien que cette femme-là, elle est toujours là, mais on parle jamais de l'argent qu'on lui donne. Et on apprend qu'elle a des difficultés financières, elle travaille des heures interminables, elle est toujours là. Mais puis ces jeunes parents, on les aime, mais on se rend compte qu'ils sont complètement inconscients de ce qu'ils demandent à celles qui travaillent pour eux. Je trouvais ça intéressant, cette vision-là que vous offriez, il y a toujours un petit quelque chose de subversif, je trouve, dans vos écrits. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tout à fait confortable et c'est parfait parce qu'on est amené à se poser des questions. Qu'est-ce que je ferais, moi, dans ce cas-là? Est-ce que j'aimerais ça, moi, avoir une nounou qui fait tout à ma place? Mais justement, ce prix à payer, c'est pas seulement bon, d'un côté tragique, mais c'est dans la force du lien peut-être aussi
qu'il est plus dangereux. Vous avez souvent exploré les zones d'ombre de l'intime, les tensions entre la liberté et les normes sociales. Qu'est-ce qui vous pousse à aller toujours interroger les fragilités humaines, ces fragilités humaines? Je crois que c'est quand même ce qui est au cœur de la littérature, d'interroger ce qui en nous est fragile, ce qui en nous est tangent, d'interroger nos vulnérabilités. D'abord, j'essaye de le faire, en tout cas avec beaucoup de tendresse, que ce soit. J'essaie de ne jamais juger mes personnages. Et de manière générale, que ce soit quand j'écris ou dans la vie, j'ai beaucoup plus de plaisir à comprendre les gens qu'à les juger. J'ai très peu de plaisir à juger les gens. C'est pas du tout une activité qui m'intéresse. Mais en revanche, je crois que la tendresse, elle est basée justement sur la conscience de la fragilité. Qu'est-ce que c'est être tendre? Être tendre et avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est de regarder quelqu'un qui est fragile et d'un coup d'avoir envie de le protéger, de ressentir que cette fragilité pourrait être la nôtre. C'est exactement l'inverse de la loi du plus fort ou de la brutalité. La loi du plus fort, c'est que vous voyez quelqu'un de faible et vous vous dites, bah tiens, c'est l'occasion, je vais l'écraser, je vais le manipuler justement précisément parce qu'il est là et qu'il est à terre. La littérature, c'est exactement l'inverse. C'est ce moment où d'un coup vous ressentez pour celui qui est fragile la possibilité d'une souffrance commune. Vous n'avez pas envie de l'écraser, vous avez envie de mettre la lumière sur lui et d'essayer de le comprendre. Donc je crois que ça me rassure finalement et ça rassure mon humanisme peut-être d'aller explorer. Un geste de compassion. Oui, parce que ces fragilités, peut-être qu'elles ne sont pas les miennes, mais elles pourraient l'être. Et peut-être que j'ai été par mon éducation ou certaines choses protégée de certaines choses, mais j'ai l'impression que toutes les fragilités de l'homme, d'une certaine façon, sont les miennes et j'ai besoin et envie de les comprendre. Je ne suis pas tellement intéressée par les héros, je ne suis pas intéressée par les personnages hors du commun, extraordinaires. J'ai toujours écrit sur des gens ordinaires, sur la vie triviale. Sur les femmes et sur la vie des femmes, la vie invisible des femmes. J'écris sur la nourriture, j'écris des scènes qui se passent dans des cuisines, j'écris sur le corps, j'écris sur l'accouchement, sur les règles, sur des choses comme ça. Parce que aussi le trivial, le prosaïque, ça peut paraître pas très noble, ça peut paraître justement trop vulnérable, mais moi c'est ça qui m'intéresse. Et je pense pas qu'être fragile, ce soit être faible, par exemple. Je pense que c'est même l'inverse. Je pense qu'être capable de connaître ses fragilités donne une forme de force et de dignité très grande. Il ne faut pas confondre la fragilité avec la faiblesse. D'où vient ce désir? Vous évoquez le fait que vous parlez des femmes, les femmes sont au cœur de votre œuvre. D'où vient ce désir de présenter tout ce travail invisible, cette force invisible des femmes? Parce que j'adore les femmes. Depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré les femmes. Je les ai toujours trouvées merveilleuses. Je les ai toujours trouvées drôles, inventives. Je les ai trouvées combatives, subversives, révolutionnaires. Je trouvais les hommes extrêmement ennuyeux quand j'étais petite. Je trouvais que les hommes parlaient beaucoup pour ne rien dire, qu'ils occupaient vachement de place à table et tout pour leurs grands discours théoriques qui finalement ne servaient à rien. Je trouvais qu'ils savaient rien faire, ils savaient pas faire la cuisine, ils savaient pas changer une couche, ils savaient pas faire une jolie table, ils savaient pas nous préparer notre déguisement pour le carnaval, ils savaient vraiment rien faire. Je trouvais que les hommes, ça servait à rien. Je trouvais que les hommes, en plus, ils étaient hyper romantiques et hyper naïfs, toujours à vouloir changer le monde, etc. Et dès que le monde n'était pas adapté à eux, ils devenaient amers et brutaux. Alors que les femmes, elles savaient très bien que le romantisme, c'était n'importe quoi et que de toute façon, c'était pas dans leur bénéfice. Donc, elles n'étaient pas là à nous raconter des billevesées, des histoires stupides. Elles nous racontaient la vraie vie. Elles étaient là. Quand il y avait un problème qui arrivait, elles se confrontaient à ce problème. Elles se battaient. Alors que les hommes, en tout cas qui m'entouraient, baissaient vachement plus souvent les bras, s'énervaient, se mettaient en colère. Ce sont les femmes les combattantes. Ouais, en tout cas dans mon entourage et dans ma vie de petite fille et d'adolescente, ça a toujours été ça. Et puis elles avaient autre chose, c'est qu'elles étaient, je sais pas, elles étaient tellement vivantes. Les femmes, elles s'occupaient de la vie. Les femmes, elles s'occupaient le matin, elles se réveillaient et puis on pensait qu'est-ce qu'on va faire à manger à midi, qu'est-ce qu'on va faire à manger le soir. Elles faisaient une jolie table. Ça peut paraître des choses bêtes, mais c'est ça la vie. La vie, c'est mettre des fleurs au milieu d'une
table, c'est faire plaisir à quelqu'un, c'est aller acheter le plat qui fait plaisir à la personne. Et tout ça qui effectivement est un travail invisible, mais c'est un travail extraordinaire. Le monde ne tiendrait pas sans ça, sans des femmes qui pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans pensent tous les jours au menu de ce qu'elles vont faire pour nourrir toute une famille. Mais c'est un travail immense. Et quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi les hommes recevaient tout le temps des médailles et des gratifications et pourquoi ce n'étaient pas les femmes qui recevaient des médailles pour tout ça. Donc voilà, je les admirais beaucoup. Et puis en plus, je trouvais que c'était extraordinaire la manière dont elles se transformaient. C'est-à-dire qu'il y avait ma mère, elle rentrait, elle était médecin, elle rentrait à la maison, elle se mettait des bigoudis, un foulard sur la tête, elle faisait à manger, puis elle retournait dans la chambre, elle mettait une robe de soirée, elle se maquillait, elle était encore quelqu'un d'autre. Et j'avais l'impression que voilà, elles avaient aussi une capacité à être plusieurs personnes à la fois. Donc je pense que voilà, ma curiosité pour les femmes, ma fascination pour elles, ma gratitude à leur égard est infinie. Donc j'en ai pas fini d'écrire sur les femmes. C'est une très bonne introduction à la trilogie dont on va parler parce que vous évoquiez entre autres le fait de faire à manger, de tous ces petits détails. Et je pense immédiatement à Mathilde, qui est un des personnages principaux de cette trilogie. Donc, parlons de cette trilogie. En vous lisant, j'ai eu l'impression que vos 2 premiers romans avaient été écrits dans l'attente de pouvoir écrire cette trilogie. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas, non, je crois pas. Je pense que ce sont 2 gestes si totalement portiez différents. En vous déjà cette trilogie, mais que vous faisiez vos armes avant de vous rentrer, de plonger dans cette fresque. Non, je pense que ce sont 2 gestes très différents. Les 2 premiers, c'est des gestes plus de colère. Il y a quelque chose de plus vif, de plus clinique. La trilogie, effectivement, ça demande plus de souffle. C'est plus un travail en profondeur. Mais je pense que j'avais besoin des 2. Enfin, les 2 s'équilibrent. Donc, cette trilogie, elle est née d'une question à laquelle vous vouliez répondre. Qui es-tu? Est-ce qu'elle est venue, cette question-là, plus fortement après la maternité? Non, pas du tout. Okay. Elle est venue plus fortement, la question, au moment après les attentats en France. Donc en 2015, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et ensuite du Bataclan. Et dans les 2 années qui ont suivi, bien sûr, le contexte politique en France s'est beaucoup tendu, en particulier à l'égard de l'islam, des personnes d'origine maghrébine. Et en même temps, au Maroc, dans mon pays natal, il y avait également une montée du conservatisme. Et c'est l'époque où le parti islamiste était au pouvoir. Et j'avais le sentiment dans mes 2 pays que l'identité avec laquelle que j'avais construite et les valeurs dans lesquelles j'avais été élevée, qui était cette idée d'une identité universelle, d'une identité multiple, de la possibilité d'être 2 choses à la fois, était de plus en plus difficile non seulement à vivre, mais à expliquer. Et que les gens me demandaient tout le temps de prouver ma loyauté. Mais finalement, tu es de quel côté? Tu es avec qui? Est-ce que tu es plus ci ou tu es plus ça? Et la question m'agaçait tellement et je me sentais tellement incapable d'y répondre de manière médiatique ou voilà comme ça très rapide que voilà, j'ai eu le sentiment que la seule manière d'y répondre, c'était de revenir en arrière et d'une certaine façon d'essayer de raconter à travers l'histoire de cette famille qui est inspirée de ma famille, qu'il y a des façons très différentes d'être français et des façons très différentes d'être marocaine. Oui, je suis française et oui, je suis marocaine, peut-être pas de la manière la plus traditionnelle ou classique, mais il faut que dans les 2 pays, les gens acceptent qu'il y a une diversité de manières d'être marocain ou français. Ce qui va nous entraîner donc à entamer notre parcours avec vous dans votre trilogie, donc Le pays des autres. Le premier tome s'appelle La guerre, la guerre, la guerre. Et en fait, en poche, il est présenté comme Le pays des autres, mais si vous voyez le roman chez Gallimard, c'est La guerre, la guerre, la guerre. Dites-nous comment ce titre a structuré l'écriture du roman. Alors le titre, il vient de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent. Taratata, la guerre, la guerre, la guerre. Et c'est vraiment cette vision un peu de la femme naïve et stupide qui ne mesure pas les grandes affaires masculines, les grandes affaires de l'histoire qui sont la guerre. Et donc, elle ne veut que s'amuser, elle ne veut qu'aller au pique-nique et porter des jolies robes. Et donc, je détourne un peu cette image-là parce que le personnage de Mathilde, qui est donc cette jeune femme alsacienne
qui tombe amoureuse d'un soldat marocain et qui va venir s'installer au Maroc après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, elle a vécu la guerre, donc elle sait très bien ce que c'est que la guerre, mais en même temps, elle veut vivre, elle veut quand même, elle veut s'amuser, elle réclame une forme de droit à la trivialité que son mari lui refuse. Et donc le premier tome est structuré autour de différentes formes de guerre. Bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, qui va être une guerre fondatrice, parce que c'est une guerre aussi où d'un coup les frontières qui étaient établies dans le monde vont se brouiller et où des gens qui n'étaient pas censés se rencontrer, des gens qui n'étaient pas censés s'aimer, notamment les gens issus du monde colonial et les Européens vont se rencontrer, vont se croiser, vont parfois se marier, ce qui a été le cas de mes grands-parents. Donc il y a cette première guerre, il y a la guerre ensuite qui va être la guerre nationaliste, enfin la guerre civile au Maroc pour la lutte contre la colonisation, et puis la guerre qui est la guerre du couple, une guerre plus intime entre cet homme et cette femme qui ont une vie de couple difficile, violente, et cette violence est alimentée par le fait qu'ils n'ont pas la même culture, la même religion, la même vision du monde. Donc voilà, c'est un livre qui est structuré par ces combats. La condition des femmes aussi est extrêmement importante. Est-ce que le fait de replonger dans cette histoire qui est celle de votre grand-mère et qui ne l'est pas, puisqu'on est quand même dans une fresque romanesque, est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Moi, en tant que lectrice, je souffrais pour Mathilde, pour cette réalité qui était la sienne dans un pays qui est devenu le sien, mais où sa culture était un peu en choc, en guerre avec celle de son mari au départ, la façon dont elle était traitée. Est-ce que replonger dans son histoire familiale comme ça peut entraîner aussi, c'est replonger un peu dans certaines souffrances intergénérationnelles? Je sais pas, moi je me tiens beaucoup à distance de ça, c'est-à-dire que quand j'écris, je n'essaye de ne pas... c'est-à-dire que je n'écris pas par rapport à moi ou pour moi, je suis avec mon personnage, j'essaye juste d'être au plus proche de mon personnage et d'être juste avec elle. Mathilde, c'est une femme bien sûr qui souffre, qui a un mari très dur, très, très violent, qui parfois ne la comprend pas du tout, mais c'est aussi une femme violente, c'est aussi une femme qui est très dure, elle aussi. Elle peut être extrêmement injuste, elle est parfois raciste, elle est extrêmement dure avec sa belle-sœur, par exemple. Donc, à la fois, oui, à la fois j'ai de l'empathie pour elle, et par moments aussi, quand j'écris, parfois je la détestais, ou je trouvais qu'elle était détestable. Mais en tout cas, je ne suis pas du tout, j'étais pas du tout en train de me poser des questions sur moi-même, est-ce que ça me fait revivre ceci, cela. J'ai toujours su que dans ma famille, il y avait des générations de femmes qui ont été des femmes battues, qui ont été des femmes qu'on a mariées alors qu'elles n'avaient pas envie de se marier. Je pense que c'est beaucoup plus d'ailleurs une question de génération qu'une question de religion. C'est des choses qui ont existé dans les années 40 ou 50 dans de très nombreux pays et dans de très nombreuses... Ah oui, ça aurait pu se passer n'importe où. Ça aurait pu se passer. Absolument. Voilà, il y a quelque chose d'assez universel dans ce que vit Mathilde. Je pense qu'il y a des femmes qui vivent encore aujourd'hui ce qu'elle vit. Donc non, ce que je cherchais à faire, c'est d'être au plus près de cette femme qui a aussi le désir de se venger. Elle ne veut pas se laisser faire. C'est-à-dire parfois elle accepte des choses, mais en se disant tu verras bien. Et dans les tomes qui viennent ensuite, on voit aussi qu'elle attend son heure. Moi, j'ai vécu avec beaucoup de femmes. Moi, ma grand-mère, elle disait toujours cette phrase: il y a 3 choses importantes dans la vie: bien boire, bien manger et se venger. Et on était toujours élevés avec cette idée qu'il fallait se venger. Et elle disait toujours, les femmes de ma famille, j'espère que ton grand-père ou ton grand-oncle ne va pas mourir trop vite, que j'ai le temps de me venger quand il sera très vieux. Donc, elles avaient toujours cette vision un peu cruelle de se dire oui, j'ai subi pendant un certain temps, mais ça se retournait. Donc, elles étaient... il y a un rapport de force. Le rapport de force se retournait aussi souvent. Il y a plein d'interrogations. Ce personnage que vous allez nous présenter, Damine, parlez-nous d'Amine, qui a aussi une personnalité très particulière, parce que sous des dehors durs, c'est quand même un homme ouvert, puisqu'il a marié une Française. C'est un personnage plein de contradictions. Moi, c'est un de mes personnages préférés. C'est un personnage que je trouve très attachant, parce qu'effectivement, il est tiraillé entre
énormément de contradictions. C'est un homme qui, très jeune, va s'engager dans l'armée coloniale. Il est marocain, il s'engage dans l'armée avec des vraies convictions. Il ne faut pas oublier que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi toute une partie de gens de ce qu'on appelait les indigènes, de gens issus du monde colonial, qui vont s'engager volontairement, qui vont se dire on va partir en Europe pour combattre le nazisme, et qui croient vraiment que quand ils vont arriver là-bas, ils vont être traités à égalité et qu'ils vont aller combattre pour les mêmes idéaux et pour les mêmes valeurs. Et c'est une expérience très très douloureuse pour ces hommes-là, parce qu'ils vont arriver, ils vont se rendre compte que d'abord sur le champ de bataille, ils ne sont pas à égalité avec leurs coreligionnaires blancs. Ils se rendent compte qu'ils sont envoyés un peu comme de la chair à canon. Et puis que quand ils reviennent dans leur pays, même s'ils ont des médailles, même s'ils ont combattu sur le même front, eh bien ils redeviennent des indigènes qui n'ont pas les mêmes droits. Et donc le personnage d'Amine, c'est un personnage qui est vraiment brisé par l'humiliation, par les humiliations d'être constamment tutoyé, d'être constamment méprisé, de devoir toujours baisser la tête. Il vit dans la ville de Meknès au Maroc, et au Maroc, les villes étaient très ségrégées, c'est-à-dire les Européens vivaient dans une partie de la ville, les indigènes dans une autre, et à partir d'une certaine heure, pour sortir ou pour entrer, il fallait avoir des autorisations. Donc c'est un homme qui se marie effectivement avec cette femme, dont il tombe très amoureux, et je ne crois même pas que c'est une question d'ouverture. Je pense que penser à la question d'ouverture, c'est presque anachronique. C'est-à-dire que je pense qu'à cette époque, il ne se pose même pas la question. Il se marie avec cette femme, il tombe amoureux d'elle, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lui-même, il a été emprisonné dans un camp. Vraiment, la question du fait qu'elle soit française, ça rentre à ce moment-là. En tout cas, ça rentre même pas en ligne de compte. D'ailleurs, il se marie à l'église, il s'en fiche complètement. C'est quand il revient qu'il se rend compte qu'en fait c'est extrêmement bizarre. Voilà, c'est le retour et le regard de sa famille, le regard de son pays sur cette femme qui va être très compliqué, et il est très partagé entre l'admiration qu'il a pour cette femme qui est tellement fantasque, qui est tellement libre, qui est éduquée, qui va pouvoir élever des enfants qui seront éduqués, et en même temps la peur de se perdre. Il se dit, mais est-ce que si j'avais épousé peut-être une femme qui parlait ma langue, qui partageait mes traditions, est-ce que je ne serais pas plus heureux? Est-ce que ce ne serait pas plus confortable? Est-ce que ce n'est pas une forme de violence que d'élever des enfants dont on ne sait pas quel prénom on va leur donner, quelle religion on va leur enseigner, quelle langue ils vont parler? Donc c'est un homme qui est très très déchiré, même si je pense qu'il aime beaucoup sa femme, mais qu'il n'a pas les mots pour le dire. C'est un homme qui n'a pas les mots. Et comme il n'a pas les mots, parfois c'est des points qui remplacent les mots, parce qu'il est complètement enfermé en lui-même et incapable de maîtriser l'immense colère qui bout en lui. Ce personnage, on va le suivre, on va suivre sa trajectoire à travers les 2 autres romans qui vont suivre, dont Regardez-nous danser. Et dans Regardez-nous danser, déjà, sa condition commence à évoluer. Ce n'est plus l'homme parce qu'on parlait de guerre, il se bat aussi contre sa terre, hein, le domaine Belhaj qu'il va réussir à faire prospérer, alors qu'au départ, rien n'indiquait que ça allait fonctionner. Et on va découvrir ses enfants, donc Aïcha et Selim, qui eux-mêmes qui lui sont à la fois très proches et des étrangers aussi. Et il y a certaines scènes qui racontent cette histoire-là. Croyez-vous que dans ce roman, vouliez-vous montrer comment les générations vont se comprendre et se perdre aussi d'une certaine façon? Oui, enfin cette espèce de tragédie, mais enfin de banale tragédie, du fossé entre les générations, du fait que d'un coup, on ne comprend plus le monde de ses parents, qu'on ne comprend plus les valeurs de ses parents, et qu'on voudrait un monde totalement différent de celui qu'ils ont construit, et que tout l'amour qui nous unit parfois ne suffit pas à combler ce fossé. Aïcha et Selim, ce sont des enfants de 1968 qui donc vont remettre entièrement en cause le monde de leurs parents, qui trouvent que le monde de leurs parents est conservateur, est fermé, est coincé, qui n'aiment pas leur mode de vie. Et à l'inverse, les parents ont l'impression d'une injustice et d'une ingratitude immense. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir à quel point
c'est-à-dire que je me suis beaucoup intéressée aux rêves de chaque génération. Je me suis beaucoup interrogée sur quel futur chaque génération imaginait. Je me suis dit comment mes grands-parents imaginaient le futur, quel monde ils ont imaginé. Et évidemment, le monde qu'ils ont imaginé n'a pas eu lieu. C'est un autre monde qui a émergé. Et peut-être que je me suis posé la question parce que je suis arrivée à un âge où pour la première fois de ma vie, je me rends compte parfois que je ne comprends plus le monde dans lequel je vis, que certaines choses que j'ai imaginées ne se sont pas du tout passées comme je pensais qu'elles se passeraient, et que je commence à me rendre compte qu'il y a des choses où je suis dépassée, que le monde de mes enfants me sera aussi en partie étranger, et qu'ils auront sans doute envie de remettre en question mon monde à moi ou les idéaux de ma génération. Et parfois, il y a des choses aussi qui peuvent être très déchirantes, notamment pour les femmes. Par exemple, ma grand-mère n'a pas pu faire d'études et ma mère est devenue médecin, comme le personnage de Mathilde et Aïcha. Ma mère a été une des premières femmes médecins au Maroc, une des premières femmes spécialistes. Et ma grand-mère, par exemple, elle était à la fois très très fière de sa fille et en même temps très très jalouse. C'est-à-dire qu'elle avait l'impression que c'était très injuste. Pourquoi est-ce que ma mère, elle avait pu accéder aux études, devenir indépendante financièrement, et puis ma mère parfois lui disait non mais enfin tu peux pas comprendre, toi tu n'as pas étudié. Ma grand-mère, Ouais, elle avait l'habitude de soigner les ouais. bobos, et puis ma grand-mère, elle avait des méthodes de grand-mère, comme on dit, pour soigner des bobos, et ma mère se moquait d'elle en lui disant mais enfin c'est complètement stupide, c'est pas du tout prouvé par la science, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est vrai que parfois j'avais beaucoup de compassion pour ma grand-mère, mais voilà, en même temps, ce saut de génération avait été un progrès, mais même le progrès peut être une douleur. Même le progrès parfois peut être vécu par la génération d'avant comme une déchirure, quelque chose qu'on a raté. Comment vous avez travaillé justement cette histoire, la grande et la petite, qui s'entremêlent, parce que c'est pas qu'une mince affaire de présenter l'ère du temps de chaque génération? Oui, c'était une des parts les plus difficiles de la trilogie, parce que je ne voulais surtout pas écrire ce qu'on appelle classiquement un roman historique. C'est-à-dire d'être pédagogue et de dire nanana, cette année-là, voilà ce qui s'est passé, et un tel et tout. Il n'y a pas du tout ça dans le livre, c'est vraiment un roman. Le plus important, ce sont les personnages. Et tous les événements sont traités comme une forme de présent, comme le présent des personnages. Et donc j'ai eu besoin vraiment d'essayer de me mettre dans la peau de chaque personnage pour me dire à cette époque-là, comment est-ce qu'on percevait tel ou tel événement, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui n'était pas important. Et je me suis rendu compte surtout d'une chose qui est fondamentale, c'est que la plupart du temps, on ne comprend pas son époque. La plupart du temps, on ne comprend que de manière très parcellaire son présent. Dans 20 ans, les gens diront de nous qu'on n'a pas compris tout à fait ce qui se passait. Sans doute qu'il est en train de se passer des choses dont on n'a pas mesuré l'impact, ou vis-à-vis desquelles on est un peu prostré, figé, paralysé, on ne sait pas quoi faire. La grande histoire nous dépasse. Donc pour moi, ce qui était important, c'était de raconter comment la grande histoire, c'est aussi d'abord la vie des gens. En fait, elle rentre d'abord dans la vie des gens. Le 11 septembre, bien sûr, c'est un événement, par exemple, fondamental. Mais chacun, dans son individualité, l'a vécu différemment. Il y a une personne qui était, je ne sais pas, en train de passer un examen, quelqu'un qui était peut-être tombé amoureux ce jour-là, quelqu'un qui, enfin, voilà, qui était en voyage, on ne sait, donc à chaque fois, je prends un événement et j'essaie de le regarder du point de vue de l'intimité d'un personnage. Donc il ne s'agit pas d'avoir un discours comment dire, global sur l'histoire, mais de montrer comment l'histoire, elle entre dans nos vies. Enfin, on peut être à la maison, on allume la télévision, c'est la chute du mur de Berlin, on regarde la chute du mur de Berlin, on éteint la télévision et on va dîner. Et on va peut-être, pendant le dîner, engueuler notre enfant parce qu'il n'a pas eu une bonne note à son examen, et qu'au fond, ce soir-là, ce qui compte le plus pour nous, c'est la note à l'examen de notre enfant, plus que la chute du mur, alors que la chute du mur est un événement globalement plus important. Donc voilà, j'essaye de remettre tout le temps Comment l'histoire nous voilà, porte. c'est ça, mais comment l'histoire s'insinue dans nos vies, mais se mettant parfois à égalité avec des moments intimes de nos vies, que sont voilà, l'amour, la parentalité. Oui, ou le premier homme sur la Lune, qui va Le être un premier moment homme sur important, la Lune, ouais, c'est mais ça. moins que le baiser que vont échanger Exactement, Aïcha et ouais. Mehdi. Oui, Ouais. oui, c'est exactement ça. Donc je voulais pas du tout que les personnages soient écrasés par la grande histoire. La grande histoire, elle est là dans le fond de la vie, mais c'est d'abord la vie qui compte. Dans votre trilogie, donc on rencontre la famille de bel âge, on va rencontrer les oncles, les tantes, sur 3 générations, et il y a plusieurs formes de transgression.
Que vous permet la transgression? Vous voulez dire la transgression Il des y en a personnages? plusieurs, des personnages. On pense à Selma, qui va être une femme légère, qui va avoir une aventure avec son neveu. Il y a déjà là des thèmes qui sont de la transgression. Ma réponse va peut-être vous paraître très très bizarre, mais c'est pas moi qui décide en fait, c'est le personnage qui décide ça. C'est pas du tout moi qui me dit ah tiens si je transgressais, je vais lui faire ça. Oui, j'imagine que c'est pas conscient, mais ça s'impose malgré tout. Ça s'impose, c'est le personnage qui, au bout d'un moment, quand vous commencez à le construire, au bout de, vous savez, les personnages, moi je vis avec eux depuis 8 ans, c'est pas du tout des marionnettes où je décide de la faire ci ou ça. Le personnage, s'il veut pas, il veut pas. Hein. Vous pouvez essayer de lui faire quelque chose s'il a décidé qu'il ne veut pas. Et à l'inverse, par exemple, pour l'histoire avec Selim, qui m'a valu des grandes discussions avec ma mère, en fait, la scène, le personnage de Selim était censé entrer dans la pièce, dans l'appartement de sa tante pour lui donner de l'argent parce qu'elle devait l'aider à partir en voyage ou je sais plus quoi. Et je me souviens très très bien de ce jour-là. J'étais en train d'écrire la scène et j'ai compris tout de suite que Selma voulait faire l'amour avec lui. Et moi, je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas parce qu'en plus, ça changeait tout mon plan. Ça modifiait tout le plan. Ça me faisait ça me rajoutait au moins 2 mois de travail pour le roman. Mais Selma, j'ai eu beau tout faire, elle voulait faire l'amour avec lui. Moi, je pouvais rien faire. Donc j'ai écrit la scène, mais je sais pas comment vous dire. Il y a un moment, le personnage, quand il a acquis une forme de cohérence, il vous impose des choses. Vous savez, parfois, la nuit, je rêve d'eux et ils viennent, ils me parlent. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais complètement bloquée et je dormais et j'ai vu mes personnages qui m'ont dit « Bon, il faut que tu nous sortes de là. » Et je les voyais. Et vraiment, parfois, je sais pas comment vous dire, c'est eux qui décident. Donc, j'ai pas du tout je ne décide pas d'entrer dans un thème ou de choisir un sujet qui est tabou ou quoi. Je décide de connaître des gens et de vivre avec des gens que j'aime et de leur laisser la liberté d'exister. Donc voilà, c'est les personnages qui décident. Mais c'est, vous savez, cette fameuse anecdote de Tolstoï que je raconte souvent. Tolstoï, quand il écrivait Anna Karénine, il avait reçu de la part de son éditeur une très très grosse avance. Et il n'envoyait toujours pas le manuscrit et l'éditeur attendait et le manuscrit n'arrivait pas et ça commençait à poser vraiment des problèmes, notamment financiers à l'éditeur qui a fini, voyant qu'il ne recevait pas de réponse à ses lettres, par prendre le train pour Yasna Poliana. Il arrive devant le maître et il demande à Tolstoï où en est le manuscrit, s'il va bientôt lui rendre. Et Tolstoï le regarde et lui dit « Anna Karénine est partie et j'attends qu'elle revienne. » Et il a cru qu'elle se moquait de lui. Mais moi, alors évidemment, sans me comparer du tout à Tolstoï, mais je comprends absolument ce qu'il veut dire. C'est que parfois, il faut juste attendre que le personnage vienne et il vous dira ce qu'il a à faire. On est les serviteurs de nos personnages, pas l'inverse. Mais vous comparez le travail de l'écrivain à quoi? C'est un peu un travail de médium. On va transcrire. Non, mais je le dis sans. Non, pas du tout. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à l'autre qui bat en nous. Oui. C'est juste un travail de très extrême concentration. Quand vous êtes extrêmement concentré, à travers le langage, vous construisez un vous être. Entendez les autres en vous. Non, vous construisez un être qui finit par avoir une forme de cohérence et puis qui est libre. Imaginez si vous construisiez des personnages. Si par exemple vous construisez un personnage qui est complètement cliché, qui a des réactions, comment vous dire, qui sont trop mécanique, ça se voit. Il y a des romans, vous les lisez, bon, le personnage ne vous touche pas parce que le personnage il est construit de manière beaucoup trop mécanique. Donc c'est pas du tout quelque chose de magique ou de médium, quoique. Mais ce que je voulais dire par médium, c'est-à-dire que vous accueillez la voix de votre personnage. Mais vous savez, ça me fait penser à ça. C'est Patrick Modiano, le prix Nobel de littérature, qui dans un livre magnifique qui s'appelle Donna Bruder, il dit que plusieurs fois dans sa vie, il a eu des expériences comme ça, un peu de voyance. Et moi, ça m'est arrivé aussi parfois de savoir à l'avance que quelque chose allait se passer. Mais c'est pas du tout une question de magie, c'est une question, là encore, de concentration. Il dit, en fait, le métier d'écrivain, c'est un métier qui vous demande tellement de vous concentrer pendant très, très longtemps sur des très, très petites choses qu'au bout d'un moment, votre esprit est conditionné à pouvoir voir à travers, à pouvoir tracer une sorte de logique, parfois dans l'infiniment petit et dans les âmes. Donc je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais
Oui, oui, c'est évident qu'il y a quelque chose comme une forme de présence auprès de nous, mais c'est pas de l'ordre de la... Voilà, je suis pas complètement illuminée, quoi, mais c'est vraiment, c'est la force du langage, quoi. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que cette trilogie est inspirée de votre histoire familiale? Est-ce que vous avez écrit des scènes où des membres de votre famille qui ont connu ceux qui ont inspiré les personnages ont été surpris ou par votre, par Oui, oui, votre oui. sensibilité, par comment vous aviez su saisir l'âme des personnages? Vous savez, ma mère, elle m'a dit la plus belle phrase là-dessus. Elle m'a dit, mais comment est-ce que tu sais toutes ces choses que je ne t'ai pas dites? Et ça, c'est vraiment, voilà, vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une préscience parfois dans l'écriture. À un moment dans le livre, je décris un personnage que j'ai inventé, hein, mais que j'ai inventé, mais je me suis inspirée d'un personnage, mais je l'ai complètement inventé. Et je décris ses mains. Ma mère m'a dit, mais comment est-ce que tu savais qu'il avait des mains comme ça? Je n'ai jamais vu cet homme, je n'ai jamais vu sa photo. Elle ne me l'a jamais décrit. Et elle m'a dit que la description de ses mains était exactement comme ça. Donc oui, il y a quelque chose où parfois, je vous dis, par la concentration, par le fait d'aller chercher vraiment au plus près de l'humain, on touche juste, mais je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop pourquoi, mais oui, on s'approche de la vérité. Mais je pense que la fiction permet d'accoucher parfois de vérités cachées ou de vérités indicibles, absolument. Absolument, oui, je suis parfaitement d'accord. Dans cette trilogie, il y a tous ces rapports hommes-femmes aussi qui sont très complexes, qui sont présentés. Et je trouvais intéressant, et c'était peut-être conscient ou pas, vous me le direz, que tous ces hommes, les enfants qui les rendent les plus fiers, ce sont leurs filles. Alors que techniquement, ça devrait être l'héritier, si on y va selon la tradition. Et ce sont leurs filles qui sont leurs plus grands joyaux, leur plus grande fierté. Oui, oui, c'est vrai, mais le livre, c'est aussi une interrogation sur comment être un homme dans un monde patriarcal, dans une société extrêmement hiérarchisée, très pyramidale, qui était la société marocaine, alors surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec une sorte de hiérarchie, Dieu, le roi, l'armée, les patrons, enfin voilà, une société comme ça, où les garçons sont définis d'abord en étant le fils de leur père, et puis ensuite doit être à la hauteur de leur père. C'est extrêmement écrasant. Je pense que c'est une erreur de penser que le patriarcat, d'une certaine façon, diviserait le monde en deux, avec d'un côté des femmes entièrement victimes et des hommes entièrement salauds. Il y a des femmes extrêmement patriarcales et il y a des hommes détruits par le patriarcat, et c'est le cas de certains hommes dans ce livre. Et c'est vrai que les pères sont très fiers de leurs filles, parce que aussi elles s'investissent beaucoup dans les études, parce que les filles, notamment dans un pays comme le Maroc, si vous regardez, même aujourd'hui, c'est toujours vrai, c'est même encore plus vrai, les meilleurs résultats scolaires, celles qui ont les meilleures notes au bac, les meilleures notes dans les concours, ce sont les filles. Parce que les filles, elles savent très jeunes que c'est leur porte de sortie. Leur seule porte de sortie, c'est faire des études, être la plus brillante possible, ça les protège de tout. Et c'est très marrant parce que dernièrement, de plus en plus souvent, je parle avec des hommes marocains qui me disent: ah, moi j'espère que j'aurai que des filles, j'espère que j'aurai pas de garçons, parce que les garçons c'est des problèmes, et les garçons ils sortent, et finalement les filles elles étudient, elles sont extrêmement sérieuses, donc ils ont l'impression que ils se sacrifient beaucoup pour leurs enfants, mais que leurs filles leur rendent beaucoup. Alors que je pense qu'être garçon, c'est peut-être plus difficile, parce que l'espèce de liberté qu'ils ont, l'espèce de modèle viriliste dans lesquels on les élève et qui peut-être les pousse à une forme de, je sais pas, à prendre aussi parfois des risques inconsidérés, mais il y a cette très grande fierté pour les filles, c'est vrai. Donc, étonnamment, un peu comme dans les... Parfois, parce que je pense à des philosophes qui, sous l'analogie peut-être boiteuse, mais par exemple, sous le communisme, qui était extrêmement encadré, réussissait à créer des œuvres en contournant tout ce qu'on ne pouvait pas dire. Mais les filles, au Maroc, par exemple, vont s'élever justement à cause de ces contraintes et des dangers qui les guettent si elles n'étudient pas. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que elles ont, voilà, à travers les contraintes, elles vont effectivement réussir à s'émanciper. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que face à un réel qui empêche, qui est plein d'obstacles, les femmes, de toute façon, dès le départ, elles savent que ce réel-là, il va leur être
être en partie hostile et que donc elles vont devoir creuser des brèches à l'intérieur. Les garçons sont élevés bien souvent comme des petits rois, comme des princes à qui tout va être donné, pour qui tout va être facile. Les mères souvent sont dans un rapport un peu idolâtre avec eux et en réalité ça ne les aide pas beaucoup. Très très souvent c'est plutôt quelque chose qui va construire un peu une forme d'échec. Donc j'ai souvent été témoin de ça. J'emporterai le feu est le troisième volume qui conclut la trilogie. Et magnifique roman d'ailleurs. Je les ai tous aimés, ceci dit, je l'avoue, mais j'ai particulièrement aimé le rapport de Mia et de Mehdi dans ce roman parce qu'ils ont un rapport très particulier. Donc, on retrouve Mehdi et Aïcha, ils ont une belle carrière, tout va bien. Amine et Mathilde sont maintenant grands-parents, fortunés. Hein, ils ont créé un domaine très prospère. Et là, c'est la vie des jeunes femmes de votre âge ou à peu près qui est présentée. Parlez-nous de ce rapport entre Mehdi et ses filles. Alors, il a un rapport particulier avec son aîné qui s'appelle Mia. C'est un homme assez taiseux, un homme mystérieux qui peut être assez autoritaire, qui est très changeant, très difficile à comprendre. D'ailleurs, la jeune fille est très déstabilisée parce que quand elle a l'impression de le comprendre, d'un coup, il se comporte d'une manière totalement à l'inverse de ce qu'elle attendait ou de ce qu'elle imaginait. C'est un homme assez illisible, très très ambitieux, qui a des ambitions pour lui-même, mais aussi des ambitions pour son pays, des ambitions pour ses filles, et un homme qui a du mal à communiquer avec sa fille, et sa seule manière de communiquer avec elle, c'est à travers les livres. Quand il veut lui dire quelque chose, il lui donne un livre. Quand elle lui pose une question, notamment sur son passé, sur son histoire, c'est un homme qui refuse absolument de parler de son passé. Il lui tend un livre en lui disant tu trouveras la réponse là-dedans, et donc il fait de sa fille une lectrice, mais une lectrice qui est aussi à la recherche de réponses à des questions auxquelles il refuse de répondre. Que représentait le fait d'arriver à la fin de la trilogie, d'écrire le troisième tome? Est-ce que c'était quelque chose qui était plus difficile? Est-ce que c'était un peu un arrachement? C'était la fin d'une quête, en fait? C'était à la fois un arrachement et un soulagement. C'était un soulagement aussi d'arriver au bout parce que j'étais épuisée, parce que ça faisait 8 ans que je vivais matin, midi et soir avec cette trilogie. Et puis vous savez, c'est comme un peu ce truc où vous dites, où d'un coup vous vous lancez un défi, vous dites je vais écrire une trilogie, je vais écrire 3 tomes. Puis vous commencez le premier, vous dites mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Et vous avez peur pour le deuxième. Enfin, c'est-à-dire que je finissais le premier et j'avais encore 2 à écrire. Je finissais le deuxième, j'en avais encore 1 à écrire. Donc pendant 8 ans, j'ai pas du tout connu, jamais, à aucun moment, de sentiment de soulagement. Donc il y avait le soulagement. Mais en même temps, il y avait une immense frustration et un immense arrachement. Frustration de me dire, maintenant c'est fini, donc je voulais faire le mieux possible. C'était la dernière chance de mettre tout ce que j'avais de dire tout ce que j'avais à dire, d'écrire ce que je voulais écrire. Donc il fallait vraiment pas il fallait que je reste concentrée, il fallait que je garde cette intensité. Et en même temps, arrachement, parce que d'un coup, l'idée de ne plus vivre avec eux. Je vivais dans un bureau qui était entièrement recouvert de post-it, vraiment du haut, de haut en bas, des post-it de toutes les couleurs avec les personnages, toute leur vie depuis leur enfance jusqu'à leur mort, tous les événements. Comme j'ai dit le jour, c'était un peu, vous voyez, comme un bureau de serial killer avec tous les trucs comme ça qui se reliaient. Et quand ça s'est terminé, j'étais assise dans mon bureau et vraiment j'ai mis 6 mois à enlever les post-it. Ça a été un arrachement. Je me suis dit mais comment je vais faire maintenant pour ne plus vivre? C'était très confortable aussi de vivre avec eux parce que c'était une autre maison, une vie parallèle. J'avais pas besoin de vivre dans la vraie vie. Et donc l'idée de devoir revenir dans la vraie vie a été très douloureuse. Le feu traverse votre trilogie, l'image du feu, la métaphore du feu. Que représente-t-elle pour vous?
Ben, elle représente le double, un peu comme moi. Le feu est toujours double. Le feu, il vous réchauffe et il vous brûle. Il vous éclaire et il vous consume. Le feu, c'est un symbole qui peut être à la fois très très positif et extrêmement effrayant. C'est ce qui dévaste, c'est ce qui détruit vos maisons, ce qui détruit votre passé, mais c'est en même temps ce qui brûle en vous et vous permet de continuer, d'aller vers le futur. Et je crois que ma vie et la vie des gens qui m'ont précédée, elle est marquée par ça. Les départs, les arrachements, les exils, le fait de devoir recommencer, le fait de voir ce qu'on avait disparaître. Et en même temps, une forme de foi très grande dans l'avenir, dans l'être humain, dans la lumière qu'on porte en nous, ou bien la lumière qui est celle du progrès, de la beauté, de la tendresse, de l'amour. Voilà. Et puis, bien sûr, le feu, c'est la littérature, parce que pour pouvoir tous les jours écrire, avoir envie de partager, avoir envie de dire ce que c'est que l'étrange aventure de vivre, qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. Parfois, quand on est vraiment pris dans l'écriture, il y a quelque chose effectivement de l'ordre du feu qui brûle en nous, qui peut nous consumer, nous faire très mal, mais qui en même temps est la chose la plus belle qui existe. Et donc, je présume que ce feu, vous l'emportez avec vous dans vos prochains romans, prochains livres. Sur quoi travaillez-vous en ce moment, si vous êtes déjà dans l'écriture d'un nouveau roman? Non, je suis pas dans l'écriture d'un nouveau roman. J'écris toujours, je travaille toujours, mais pas un roman. Je suis en train d'écrire l'adaptation de la trilogie pour la télévision, enfin pour une série. J'ai écrit une adaptation de Tolstoï pour le théâtre. Je suis en train de terminer l'écriture d'un petit livre qui va paraître en mars prochain sur la langue française et sur la francophonie et sur mon rapport à la langue arabe. Et je commence à réfléchir à des sujets de romans, mais vous voyez, je me réveille pas encore la nuit avec un personnage qui me demande de le sortir de là. Donc voilà, tant qu'Anna Karenine n'est pas là, j'attends, quoi. Leïla Slimani, merci beaucoup. Merci pour votre Merci à vous. générosité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.